Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, au quatrième jour de ce camp d'entraînement de lecture intensif, j'ai lu ceci de Peter Sloterdijk, Repenser l'impôt pour une éthique du don démocratique. C'est un petit livre qui m'a donné tellement à réfléchir. C'est incroyable. Et j'ai même réussi à comprendre et même à répondre, imaginez donc, à certaines questions que je me pose depuis 30 ans. Une entre autres. Pourquoi n'y a-t-il pas de révolte fiscale? Et je peux même me vanter d'y donner une réponse. Ce que ne fait pas Peter Sloterdijk dans son ouvrage. En fait, j'ai tellement réfléchi à ce petit livre-là, à ce qui est écrit dedans, que je pourrais en débattre avec l'auteur. Alors attendez-vous à ce que cette vidéo-là soit longue, mais je vais sans doute en faire 2 sur le sujet, et qui sait peut-être 3, car je vais suivre le fil de mes annotations et que je vais commenter et que sans doute je vais faire des apartés concernant la situation particulière du Québec. Alors, je commence. Alors, ce que nous dit Sloterdijk, c'est que notre système d'imposition démocratique est une kleptocratie, que le citoyen se fait rançonner impitoyablement, que l'impôt est un absolutisme qui décourage les esprits, qui décourage également la générosité des gens et qui, au fond, repose sur une vision anthropologique de l'humain qui est une vision négative. Pour ma part, depuis longtemps, je pense que l'être humain est ni bon ni mauvais, il est. L'espèce humaine, elle est pas juste terrible comme on la voit là, ces derniers jours, hein, cet été meurtrier qui n'en finit pas de se déployer, mais il y a également des gestes de courage, de générosité, de folie d'amour qui sont posés par certains membres de notre espèce. Il ne faudrait pas l'oublier. Et ces gens-là, ces personnes-là qui posent ces gestes d'amour-là, eh bien, chacun d'entre nous est appelé à les imiter. Le courage est contagieux, ne disons-nous pas. Et c'est ce courage-là que, d'une certaine manière, l'impôt veut museler. Alors, ce qu'il dit, et sa thèse a fait énormément de bruit en Allemagne lorsqu'il a publié cet ouvrage, ce qu'il dit, c'est que l'impôt obligatoire devrait céder sa place à un impôt volontaire. Que peut-être le système ne se mettrait pas tout de suite en place, qu'on pourrait y aller de manière progressive. Alors, je vais vous lire les passages que j'ai annotés et les commenter. Et comme la nuit a été passablement courte, je vais suivre dans l'ordre chronologique, ce qui n'est pas nécessairement dans l'ordre logique de la pensée de Sloterdijk. Alors, à la page 39, il nous dit « Les autorités fiscales n'ont jamais entendu la phrase selon laquelle tout le pouvoir émane du peuple. La vérité occulte du système financier dominant est plutôt tout le pouvoir émane du fisc. Dès lors qu'il est souverain, celui qui décide de l'exécution forcée, c'est-à-dire du cas critique de la dette fiscale envers l'État, le fisc est le véritable souverain de la
société moderne. On répète, le fisc est le véritable souverain de la société moderne. Les libéraux fraîchement reconduits au pouvoir s'apprêtent à faire des coupes sombres au nom de la rentabilité économique. On rappellera ici simplement qu'ils n'ont pas été élus là-dessus. Ils ont bien pris soin de cacher leur programme. Tout à l'heure, j'ai posté sur ma page Facebook la bande-annonce du film des frères Cohen, The Lady Killers, où je notais l'étonnante ressemblance entre le professeur GH, interprété par Tom Hanks, et Philippe Couillard. Ça faisait longtemps que je ruminais cette idée-là, de cette ressemblance-là entre cet escroc de bonne famille qui tient un langage fleuri, qui cite Shakespeare, mais qui est entouré d'une troupe de gredins et qui loue dans une chambre, une pension, afin d'aller creuser sous la maison de cette pension un tunnel qui vont les conduire à la banque où enfin ils pourront procéder à leur casse. Et il se présente auprès de cette dame, noire et très religieuse. Il se présente comme un musicien, ainsi que ses comparses, des musiciens. Alors voilà à quoi me fait songer Philippe Couillard, au professeur GH. Allez voir, c'est assez étonnant, la ressemblance, selon moi. On revient à Sloterdijk. Des notions comme souveraineté du peuple ou pouvoir des citoyens n'en sont même pas entrés dans cette sphère jusqu'ici. Même l'idée d'un contrôle exercé a posteriori par le citoyen sur le fisc repose encore aujourd'hui sur des bases fragiles. On se rappelle également qu'il y a plusieurs années, Jean Cournoyer, ancien ministre libéral, toujours critique à l'égard de son ancienne administration et de l'actuelle, je suppose, avait tenté de former un comité de citoyens opposés à la manière dont nous sommes taxés. On aura compris également que François Legault, une bonne partie de son projet électoral repose sur le ressentiment qu'éprouve la classe moyenne à cette réalité de taxation vexatoire, je dirais. Nous sommes lourdement imposés, nous sommes taxés sans relâche. On va y revenir. Alors, ce qui dit ici, pour en revenir à ce truc-là de l'État fiscal, ou bien en considérant les prestations de l'État comme des marchandises facturées via d'imposition, ou bien en considérant la population fiscale dans son ensemble comme un collectif de victimes que l'on peut charger selon le principe de l'égalité relative des victimes, avec cet effet secondaire paradoxal que la réception des prestations de transfert qui passent totalement dans la consommation est présentée comme un immense sacrifice en termes de bien-être, alors que le paiement au fisc de millions d'euros annuels est considéré comme un moindre sacrifice. Dès lors que le payeur riche ne subit pas de perte de confort sensible lorsqu'il verse des taxes d'un montant pareil. Ce qui veut dire ici, c'est que les gens ont l'impression qu'ils payent trop de taxes sur les produits achetés. Et leur ressentiment est canalisé par ça. Et ils consentent à
à se faire prélever des montants très importants. Ici, Sloterdijk ne nous dit pas pourquoi les victimes sont si consentantes. Eh bien, croyez-le ou non, moi, j'ai trouvé la réponse. Je sais pas, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo-ci parce que c'est clair que celle-là est partie pour être longue. Sans doute celle qui va suivre également. Mais je vais vous révéler pourquoi nous subissons. J'ai été content parce que cette question-là, je me la pose depuis au moins 25 ans. Et à la suite de cet ouvrage de Sloterdijk, cette question-là s'est posée avec davantage d'acuité. Ça a fini par me cuire même. Mais une petite brève dans le journal Le Devoir, lu 3 jours plus tard, donc le 12 juillet 2014, m'a donné la réponse. Et en plus, m'a offert une clé supplémentaire pour comprendre la double névrose de la majorité des citoyens qui nous entourent. La double contrainte. La manière de rendre fou quelqu'un. Vous savez, c'est quoi une double contrainte? C'est un message contradictoire que l'on donne. Et le message contradictoire, à force de recevoir des messages contradictoires, bien souvent faits sous des allures amoureuses, mais qui, au fond, sont une menace cachée, eh bien, finissent par nous laisser désemparés, nous brisent les uns les autres. Le gouvernement nous aime. Hein, comme on dit, le gouvernement veut notre bien, et il l'aura. Alors, on avance. Le don au bénéfice du bien commun, alors oui, là, il parle ici de l'impôt volontaire. Le don au bénéfice du bien commun pourrait ainsi, avec le temps, se transformer en habitus psychopolitique, ça c'est un terme qui revient très souvent dans le lexique de Sloterdijk, psychopolitique. On comprend ici aisément que les deux sont liés et que les deux interagissent l'un sur l'autre. Donc, le don au bénéfice du bien commun pourrait ainsi, avec le temps, se transformer en habitus psychopolitique consolidé qui pénétrerait les populations démocratiques comme une deuxième nature et provoquerait un retournement global de l'humeur de la collectivité allant dans le sens de l'empathie et de la solidarité matérialisée. L'habitus d'une culture de donateurs qui ouvrirait une nouvelle croissance vers l'âge adulte pourrait peu à peu libérer les énergies nécessaires pour dépasser les reliquats indignes de la kleptocratie de l'État, de l'absolutisme tardif, de contre-expropriation profondément enracinée dans la gauche classique. Ouais, faisons payer les riches. Le mantra de Québec solidaire. Le peuple n'est pas dupe de cette formule. Il sait qu'au bout du compte, c'est lui qui va régler la note et il éprouve déjà dans sa chair les fers d'une imposition arbitraire. Alors, d'imaginer qu'il va de bon gré, de bon cœur, donner plus de pouvoir encore à cet État qui extorque de l'argent à ses citoyens, qu'il va renforcer cet État-là qui, chaque fois qu'il regarde son slip de paye, comme on dit, et qu'il s'aperçoit qu'on lui a amputé une somme importante pour des services qui sont de moins en moins rendus, par ailleurs, le citoyen ordinaire n'a pas envie de consentir à donner un pouvoir supplémentaire à l'État, qu'il juge déjà exorbitant. Donc, le « faisons payer les riches » est un discours, est une phrase qui, dans le contexte actuel de 2014,
n'a strictement aucun sens. On ne dira rien également de la méthode qu'il nous faudrait utiliser pour les faire payer, les riches. La menace, le chantage, les armes, pour finir. Les exemples du siècle dernier où on a voulu les faire payer, les riches, ont été passablement meurtriers à plein de niveaux. Parce que quand on a de l'argent, on peut également se défendre. Et cette philosophie de l'État prédateur nous a déjà passablement meurtris les uns les autres. Alors, un dernier passage, et je vous quitte là-dessus. Oui, parce qu'il dit aussi à un moment donné, mais ici je cite de mémoire, que cette atmosphère-là d'imposition forcenée a un effet débilitant sur la psyché, psychopolitique des gens, qu'ils ont envie de moins travailler, ça c'est clair, qu'ils ont envie de s'adonner à de l'évasion, ce qui est presque normal, mais qui en même temps reste étonnant, cette atmosphère de dépression au milieu de tant de richesses. Comment se fait-il que nous soyons si riches et soyons si malheureux? C'est que l'État exerce un contrôle sur notre portefeuille et personne ici dira à quel point l'argent n'est pas important. Hein? Personne ne peut dire cela. L'argent, c'est très, très, très important. Avec l'amour, c'est la chose la plus importante. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'argent vit des vexations sans fin. Et quelqu'un qui est obsédé par l'argent, soit parce qu'il en a trop, ou trop dans le sens qu'il lui en faut toujours davantage, ou celui qui en manque cruellement et qui en est obsédé, il faut savoir se dégager de ça. Mais c'est très difficile. La majorité des débatteurs part de l'idée que l'égocentrisme collectif, qu'il subodore à l'unisson, bien sûr, on connaît la nature humaine, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, blablabla, là, tous ces lieux communs qu'on nous sert à l'envie, surtout une certaine pensée de droite qui se pique de bien connaître l'être humain. Hein? Tous des salauds sauf moi, on la connaît la formule. Hein? L'être humain est mauvais, mais moi je suis vertueux. Voyons. Je l'entends souvent, celle-là. Ah, ouais, j'ai peur d'être le pigeon, puis ça marchera jamais, ce truc-là, parce que, bon, ils sont revenus de tout. Et comme dit mon jeune ami Julien, passé un certain âge, c'est honteux d'être pessimiste. Alors, la majorité des débatteurs part de l'idée que l'égocentrisme collectif, qu'il subodore à l'unisson, l'avarice primaire qu'il postule de manière dogmatique, et l'asocialité qu'il prête généralement aux participants à la société s'imposerait immédiatement si l'on voulait laisser au collectif douteux des personnes fiscalement actives dans le jargon fiscal des performants. Ouais, performant veut dire ici qui payent beaucoup d'impôts, mais dont également la performance ne repose pas sur un héritage, mais sur une créativité. Hein? On se comprend bien ici, il y a tout à fait une différence. D'ailleurs, je vais y revenir sur l'élément de l'héritage. C'est un élément clé qui explique pourquoi il n'y a pas de mutinerie fiscale. Ça, je vous donne un petit aperçu de la conclusion à laquelle je suis parvenu. Oui, donc les performants, ne serait-ce que pour un instant, la liberté de décider eux-mêmes s'ils veulent contribuer à la cohésion de la communauté, et si oui, dans quelle proportion? Les commentateurs de mes thèses supposent presque sans exception qu'une culture de donateurs fondée sur la liberté et le volontariat ne produirait qu'un patchwork de caprices et d'aumônes
mais rien qui ressemble à un budget permettant à un État, comme le nôtre, de remplir ses missions. On peut sans doute, disent-ils, imaginer quelques beaux gestes, des donateurs isolés se faisant remarquer par des dons impressionnants, quelques personnes de bonne volonté apportant régulièrement leurs offrandes, mais pour le reste, la fuite massive devant les paniers de la quête dominerait le tableau. Pour ceux qui combattent mes thèses, la prétendue société n'est en vérité que la somme de toutes les désertions hors de la société, à la seule idée d'une fiscalité un peu moins contraignante, portée par les dons, ou même seulement supportée par ceux-ci dans une certaine mesure, les auteurs critiques sentent déjà l'hiver social s'infiltrer par les fentes et voient arriver la mort par hypothermie de la communauté. Ils envoient d'ores et déjà dans la marge inférieure de l'état social les couvertures de survie dans lesquelles on devrait s'envelopper si le régime bienfaisant de la contrainte en matière d'impôts et de taxes était désactivé et remplacé par un système d'allocation volontaire. Il faudrait retenir ce point. Nos commentateurs critiques, en majorité des journalistes et des sociologues, originaires de la vieille gauche, parfois même du vieux léninisme et du paléo-maoïsme, car c'est à eux tous, dans un esprit authentiquement œcuménique, que l'on a fait appel pour exprimer leur vote contre mes thèses. Eux tous, donc, ont choisi la fuite en avant lorsqu'ils ont entendu prononcer l'effroyable mot de volontariat, comme s'il s'agissait, sous le coup d'un dictat impératif, ils ont professé leur foi dans la contrainte de l'État parce que celle-ci est indispensable dès qu'il s'agit du réel et du matériel. Pour eux, une chose est sûre, la contrainte est à sa place dès lors qu'elle seule impose aux citoyens l'unique comportement qui paraisse convenir aux débatteurs. La soumission aveugle à l'octroi de taxes sans lesquelles l'État ne verrait pas arriver le nécessaire dans ses caisses. Et Sloterdijk de conclure: fiscalistes de tous les pays, ne vous laissez pas priver de la captation. Telle est la devise de cette internationale de personnes bien intentionnées. On trouve tout ceci aux pages 66 et 67 de Repenser l'impôt vers une éthique du don, pour une éthique du don démocratique de Peter Sloterdijk. C'était une lecture que j'ai faite le 9 juillet 2014 dans ma cabane au Canada. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. La suite demain, peut-être même après-demain. Hein, je suis les annotations et je vais vous révéler un certain nombre de choses et j'ai même appris des choses sur ma propre vie. Un livre qui t'apprend des choses sur ta propre vie, c'est un vrai livre. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, ma chaîne YouTube, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. La journée promet d'être encore difficile. Vous savez ce qui se passe à Gaza. Vous savez, l'avion qui s'est écrasé, est abattu, en fait, en Ukraine. Des temps inquiétants. Mais nous ne lâcherons rien. N'est-ce pas? Portez-vous bien.